Nous allons maintenant écouter Ronan Boutier, qui est postdoctorant au LabExCap et qui travaille sur la première refondation de Pondichéry en 1820-1830. Oui. Enfin, je dis première, je ne devrais pas dire première, parce que Pondichéry existe depuis longtemps, mais en même temps, c'est énième refondation, mais première peut-être du 19e. Qui nous emmène un peu loin, mais finalement pas si loin que ça, je trouve. En termes en fait, il y a quand même justement des points de comparaison, des manières de travailler, et surtout une sorte d'organisation étatique, d'organisation des travaux qui est quand même assez similaire à celle qu'on peut trouver en France. Je vérifie juste que toutes les diapos sont là, qu'il n'y a pas des fois ma clé me fait des surprises. Alors, donc merci beaucoup à Amélie Dorgex de m'inviter à vous présenter une recherche qui, à la différence de celle des interlocuteurs intervenants précédents, est beaucoup moins aboutie parce que je suis vraiment au tout début, et donc ce sont plutôt quelques éléments de réflexion, des premiers éléments sortis des recherches en archives que je vais vous présenter aujourd'hui, autour justement de la question donc, du travail du premier ingénieur des ponts et chaussées dépêché à Pondichéry en 1820, Jean-Bernard Spinasse. Alors quelques éléments déjà géographiques pour vous situer où on se trouve. Donc Pondichéry a une histoire très ancienne. La ville a été fondée en 1674 par les Français, donc sur la côte de Coromandel, et sur cette carte politique de l'Inde, juste avant sa réunification en 1947, on voit ce qui reste de ce qui fut au XVIIIe siècle une sorte d'empire français dans l'Inde du Sud. Il reste 5 comptoirs, les points bleus sur la carte, Mahé, Karikal, Yanaon, Chandernagore, et puis Pondichéry, qui est le chef-lieu des 5 comptoirs de l'Inde. Alors c'est une ville, est-ce que c'est une ville moyenne par le nombre d'habitants? On est peut-être, par rapport à ce que vous disiez précédemment, on est à la limite. On est en 1791 à 35 000 habitants dans une ville qui fait à peu près 25 hectares de superficie. Alors une population très bigarrée, je ne vais pas rentrer dans le détail comme la communication, mais c'est quand même une singularité. C'est-à-dire sur les 35 000 habitants, il y a 500 Européens, 33 000 Indiens, 1000 à 1200 musulmans de Perse et d'Arabie, et puis une centaine de ce qu'on appelle des topas, qui sont en fait des métis indo-portugais, et qui sont décomptés à part. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la ville a été occupée pendant près de 19 ans par les Anglais, jusqu'en 1797 à 1796, jusqu'à 1816. Et en 1816, donc, la ville est rétrocédée par les Anglais avec les 5 comptoirs, et progressivement, surtout à partir de 1820, va faire l'objet d'une progressive remise en valeur, notamment autour des projets proposés par l'ingénieur des ponts et chaussées, Jean-Bernard Spinasse. Alors ici, un peu un tableau biographique du personnage, pour vous montrer un peu son parcours. Donc il est né en 1785, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est intéressant, sans revenir point par point sur sa carrière, c'est qu'il est donc formé aux ponts et chaussées, où il entre en 1806, mais il est très tôt, comme je dirais, acclimaté au service de la marine. C'est qu'il passe très tôt, il est très tôt détaché dès 1810, vous voyez, il passe au service de la marine au port de Brest, donc il n'est pas la même tutelle, les ponts et chaussées relèvent de l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, et il passe souvent au service de la marine, alors sans que ce soit à l'époque formé par des conventions, mais il y a des mobilités d'ingénieurs comme ça, des ponts et chaussées vers la marine. Et lui, très tôt dans sa carrière, il a 34 ans, ça m'a semblé assez jeune, il passe souvent au service de la marine, donc d'abord à Brest, et puis on le retrouve en 1816 au port de Toulon, dont je n'ai pas pour l'instant connaissance des travaux qu'il a exécutés là-bas, mais en tout cas, il est très familier de la marine. Et manifestement, ça se passe bien parce que c'est lui-même qui demande en 1818 son affectation à l'île Bourbon, c'est-à-dire la Réunion actuelle. Et comme il prévoit la libération du poste, il veut le prendre. Donc il se fait les démarches auprès du service de la marine, mais il se fait doubler par un collègue qui devait aller à Pondichéry, mais qui prend l'île Bourbon. Et donc
du coup, par un jeu de vase communicant, Spinasse va à Pondichéry et ne fait finalement que passer très brièvement par l'île Bourbon, ce qu'il dit d'ailleurs dans une lettre que j'ai retrouvée qu'il adresse le 3 février 1820. Il vient d'arriver à Pondichéry, il l'adresse alors à un personnage extrêmement important sur lequel je ne vais pas revenir, parce qu'on n'a pas le temps, puis il faut que je continue à travailler sur lui aussi. C'est Joseph Mathieu Sganzin, qui est inspecteur général des ponts et chaussées, en charge de la direction générale des travaux maritimes. C'est aussi un de ces ingénieurs des ponts et chaussées détaché, lui, depuis 1814, à la tête de cette direction générale. Donc c'est quand même un gros service des travaux maritimes qui est en fait au sein de l'administration de la marine, gère et surveille les ouvrages hydrauliques et civils, donc les canaux, les bâtiments. Donc c'est vraiment une grosse direction. Et c'est en fait c'est un peu une sorte de bureau de placement, ça a l'air de marcher comme ça, d'après ce que j'ai compris. Et Sganzin place notamment Spinasse à Pondichéry, donc dès qu'il arrive à Pondichéry, il lui écrit. Alors, cette première lettre, elle a un côté un peu pittoresque, donc il lui dit qu'il a fait bon voyage, qu'il est passé boire Bourbon, vous voyez, il y a des problèmes de météo, il a atterri à Chandernagor, c'est quand même pas à côté, et finalement, il redescend depuis le nord de l'Inde, depuis le Bengale, jusqu'à Pondichéry, dans le Tamil Nadu. Et donc voilà, Pondichéry est pour moi un paradis terrestre. Il est très, très soucieux de la météo et du climat. Il est très sensible à ça. On le retrouve un peu partout dans les correspondances. Surtout en comparaison de Bourbon. Mon service marchera bien. Le grand voyer tient encore en usufruit une partie de mon héritage. Mais c'est un vieillard respectable dont il serait cruel de changer les habitudes pour le peu de temps que le ciel semble lui réserver. Donc en fait, il se retrouve confronté, je vais en reparler dans quelques instants, conduit à cohabiter avec le grand voyer qui lui est déjà en place. Et puis quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, donc il est déjà arrivé depuis 8 mois, pardon, et donc il réécrit à Sganzin, qu'il tient manifestement fréquemment au fait de l'avancée de son travail, donc dans la première partie de la lettre, lui dire donc toute l'importance que recouvre son intervention là-bas. Je suis venu prendre possession du service des ponts et chaussées dans les établissements français de l'Inde. Le service venait d'être créé, mais n'avait encore pas de titulaire. J'ai reconnu qu'il a toute l'importance que vous aviez fait ressortir, monsieur, lorsque vous demandiez pour ce poste un ingénieur en chef. Tout est à faire ici, et tout est dans l'intérêt du domaine du roi. Les travaux à faire permettent une amélioration dans les revenus du territoire. En fait, il est ingénieur ordinaire et il n'est pas ingénieur en chef, mais alors ça donne lieu dans d'autres éléments de la lettre à des réclamations sur son traitement, parce qu'en fait, il estime faire le travail d'un ingénieur en chef, en avoir les prérogatives, notamment de siéger au conseil supérieur de Pondichéry, donc une sorte de conseil municipal, en tant qu'expert ingénieur, et il estime que ça, c'est un travail d'ingénieur en chef. En tout cas, ça recouvre le statut d'ingénieur en chef, et que du coup, il aimerait bien que son revenu mensuel, ses gages, soient augmentés. Et puis surtout, voilà, il dit qu'il a manifestement des problèmes pour se faire entendre auprès donc, du comte Dupuy, qui est le gouverneur des établissements français de l'Inde. Et donc voilà, je vous laisse lire en même temps que moi. Il pense qu'il va notamment avoir du mal à défendre son budget face au gouverneur, qui n'entend pas grand-chose, comme il le dit plus loin dans la lettre, aux questions d'aménagement du territoire. Voilà un peu donc pour vous restituer à grands traits le climat dans lequel il arrive. Alors, ce qu'on sait par les archives, c'est que à Pondichéry, l'ingénieur ordinaire, donc Spinasse, est en premier lieu chargé des travaux hydrauliques dans l'arrière-pays de Pondichéry, qui est une surface assez considérable. Alors Pondichéry, sur la carte, c'est le grain de beauté que vous avez ici sur la côte, ici, Pondichéry. Et puis donc, en 1816, les Anglais restituent aux Français un territoire équivalent à peu près à 70 000 hectares, qui compose donc l'arrière-péri rural de Pondichéry, donc qui est ici représenté poché en brun sur la carte, et qui va être l'objet essentiel et premier du travail de Spinasse quand il arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir irriguer, rétablir l'irrigation notamment des rizières pour faire redémarrer le commerce et refaire démarrer les revenus de Pondichéry, qui sont en partie fondés sur l'exploitation agricole de cet arrière-pays. C'est donc un travail colossal pour lequel il réclame dès 1820, dès son arrivée, l'envoi d'un second ingénieur qui lui est refusé pour des raisons de budget. Il s'appuie donc sur le grand voyer, et là c'est très intéressant parce que ce qui apparaît au fur et à mesure des archives que j'épouille, c'est que sur le papier, la division des tâches entre eux demeure très claire. Le grand voyer statue donc sur la grande voirie,
et l'ingénieur sur tout ce qui relève du domaine des ponts et chaussées. Et surtout, il y a un gros travail sur les ponts à construire ou à restaurer. Mais ce dont on se rend compte au fur et à mesure, notamment des délibérations du Conseil, c'est que Spinas, donc l'ingénieur, confie surtout au grand voyer, qui manifestement, comme vous l'avez compris, est une personne d'un âge avancé, la rédaction des mémoires, chez lui manifestement, pendant que lui fait toutes les visites en palanquin, c'est une sorte de litière fermée, un transport coûteux et peu confortable, comme il le rappelle souvent. Et en fait, manifestement, ses attributions recoupent celles du grand voyer. C'est-à-dire qu'on le voit revenir très tôt, défendre aussi le budget de la grande voirie auprès du conseil municipal, qui est là où c'est là où se statuent les questions, où se délibèrent les questions financières. Et donc petit à petit, il accapare le travail du grand voyer. Et d'ailleurs, à la mort du grand voyer en 1825, la Grand Voirie est fermée et ses attributions sont données à l'ingénieur des ponts et chaussées, qui reste un ingénieur ordinaire. Donc, ces travaux dans la campagne nous intéressent moins aujourd'hui. Ce qui nous intéresse plus, c'est effectivement plus l'action urbaine de Spinas. Et on peut la saisir très bien, enfin le projet urbain de Jean-Bernard Spinas, on le saisit assez bien grâce à ce document important. On n'a pas beaucoup de plans pour le début du 19e siècle, en tout cas tel dans l'état actuel des dépouillements, j'espère en trouver d'autres, on verra. C'est ce grand plan projet que l'ingénieur trace en 1820, très tôt d'ailleurs, puisqu'il est signé en bas à droite, fait à Pondichéry le 1er juillet 1820, l'ingénieur chargé des travaux des ponts et chaussées, Spinas. Alors, c'est un plan, alors j'ai pas mis les dimensions, c'est un généreux format raisin, donc c'est déjà un grand plan. Les questions que je m'étais posées en allant le voir aux Archives nationales d'Outre-mer, c'est comment il a fait pour réaliser ce plan, parce qu'il a personne en fait, il est tout seul, il n'a pas d'arpenteur, il n'a pas de dessinateur, c'est vraiment l'ingénieur boîte à outils, hein, il a tout. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de piqûre, donc il manifesterait un décalque, il n'y a pas de traces non plus d'incision dans le papier qui montrait aussi qu'on aurait décalqué un plan plus ancien. Pourtant, le tracéviaire reprend celui des plans un peu plus anciens. Pourquoi est-ce qu'on a ça notamment le plan de 1778. Et quand on compare les deux, on voit très bien que les choses n'ont pas bougé. Je reviens brièvement au premier plan. C'est un plan qui permet surtout d'examiner l'organisation du réseau viaire, comme vous comprenez, les masses des îlots de cette aire urbaine assez complexe de 25 hectares. Il repère surtout les lieux de culte catholiques, comme par exemple ici au centre, l'église des Jésuites, et manifeste aussi sur le plan les autres lieux de culte, parce que c'est ça une des caractéristiques de Pondichéry, c'est une ville multiconfessionnelle. Il y a 2 temples, notamment 2 temples hindous, 2 pagodes, ici et là, mais il ne les légende pas, ça montre que ce n'est pas l'objet essentiel de son travail. Et puis il y a une mosquée aussi dans l'îlot, ici à gauche. Et puis il trace aussi, j'en vais en reparler tout à l'heure, le canal, ici je vous le montrerai, il sera souligné mieux tout à l'heure, qui traverse la ville et sépare ce que la ville en 2 parties, ce que au sein de l'administration on appelle la ville blanche, qui est cette bande ici, plutôt peuplée par les Occidentaux, quoique dès le XVIIIe siècle on voit que la population bouge et qu'il n'y a pas une ségrégation culturelle et ethnique aussi ferme que voudrait le laisse penser les débats au sein du conseil municipal. Et puis la grande ville noire, qui est l'essentiel de la superficie de la ville, plus au sud. C'est avant tout, donc je vous le disais, un plan projet qui permet notamment de voir comment il va traiter les anciennes fortifications qui apparaissent légèrement tracées au graphite sur le plan. Et là, je vous mets un détail de la partie sud de la ville, je vous ai montré tout à l'heure. Et la requalification des fortifications va être l'objet essentiel du travail de Spinas dès son arrivée à Pondichéry. Alors ces fortifications, telles que vous les voyez sur le plan de 78, avaient été redressées pour une dernière fois entre 1760 et 1770. Et lorsque la ville est rétrocédée à la France en 1816, dans le contrat de rétrocession, si je puis dire, dans le traité de rétrocession, il est strict, les Anglais interdisent formellement aux Français de refortifier la ville, comme aussi de disposer d'une armée, soit dit en passant. Et donc, en 1816, ces fortifications colossales, donc vous voyez qu'avec des bastions, un fossé en eau, des bastions détachés, donc quand même un bel ouvrage de fortification, subsistent donc en 1816 à l'état de ruine et sont donc complètement déclassés. Donc dans un premier temps, les fortifications sont affermées pour 13 ans à un Indien qui les met en culture, c'est-à-dire toute la partie ici, toute
la demi-lune est mise en culture dans l'appartissage du fossé et au niveau de la contre-escarpe. Et puis, côté escarpe, Spinasse propose dès 1820, donc très tôt, dès juillet, les choses sont actées, de remplacer l'ancien boulevard d'artillerie du XVIIIe siècle par une promenade plantée, dont vous avez ici le tracé en rouge et qui épouse véritablement, comme c'est souvent de tradition, et c'est pas embêté, le tracé du boulevard d'artillerie. Ces travaux donc commencent dès 1821 sous la direction de l'ingénieur Spinasse et à terme, je reviens en arrière, vous voyez, doivent ceinturer complètement la ville, même côté mer, puisqu'ici on est vraiment en bord de mer. Au devant du boulevard, il y a une petite plage et puis là c'est l'océan Indien. Alors cette promenade doit permettre, pour le détail, d'aller à pied ou en voiture sous le couvert des cocotiers et des porchers, qui sont les essences autochtones et plantées sur ce boulevard. Et dès la fin de 1824, en fait, le boulevard est presque achevé, à l'exception de la section du front de mer, ici en bas, qui elle reste à aménager et qui est un peu plus longue à aménager parce qu'il y a de nombreuses expropriations il faut procéder à de nombreuses expropriations avant de le lotir. Et puis surtout, l'objet de cette section du boulevard périphérique est un peu plus élaboré, et c'est là le ministre de la Marine qui, de lui-même, par une circulaire, dit voilà, il faudra, au niveau du front de mer, élargir la chaussée. Au lieu d'avoir 2 rangées d'arbres, il y en aura 4. Et surtout, il demande, manifestement, mais ça il faut que je le prouve, qu'au lieu de planter des cocotiers et des porchers qu'on avait sur le reste de la circonférence, on plante ici des phyloas, c'est-à-dire des phyloas, c'est donc cette essence qui vient de la Réunion, un arbre importé, manifestement jugé plus digne pour ce qui doit être la promenade de la bonne société pondicherrienne. Et donc, au lieu de mettre des cocotiers et des porchers, comme vous avez en haut de l'écran, qui sont des arbres qui traditionnellement bordent les routes de la campagne pondicherrienne, eh bien on veut quelque chose d'un peu plus distingué, donc on fait venir des phyloas de la Réunion, de l'île Bourbon. Alors toute cette végétation, surtout sur le front de mer, ne dure pas longtemps, parce qu'en 1831, comme souvent à Pondichéry ou dans l'océan Indien, il y a un ouragan qui couche tous les phyloas. Et aujourd'hui, pour vous donner une vue, alors en 1930 et puis une vue actuelle, c'est une promenade complètement déplumée. Vous voyez qu'il n'y a plus. Il y a quelques cocotiers qui ont été replantés depuis, mais c'est quand même beaucoup moins vert que ce que c'était à l'origine. Alors ces travaux, donc, au niveau de la promenade du front de mer, aussi une visée esthétique. Et là encore, c'est le ministre de la Marine qu'on retrouve à la manœuvre, si je puis dire, et qui demande en 1824, de détruire les fortifications du front de mer et les constructions provisoires qui se sont posées dessus, de combler les fossés qui existent à Pondichéry sur le bord de mer, pour établir sur le rivage une jetée plantée d'arbres qui offrira aux habitants une promenade à la fois agréable et salubre. Donc voilà, on veut une promenade publique, une promenade de front de mer. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on est finalement, c'est le rapprochement que j'avais fait, on est en 1800, vous voyez, on est en 24-27 pour la mise en œuvre de la promenade du front de mer. On est assez contemporain de ce qui se fait dans les villes balnéaires, notamment la promenade des Anglais à Nice, qui date de 1822, ou la promenade du front de mer de Dieppe, qui est également de 1822. Donc en fait, on est là aussi dans une typologie urbaine qui est proche des villes balnéaires. Et je m'étais un peu interrogé parce que Spinasse, partant de France en 1818, il n'avait pas de connaissance directe de ces aménagements qu'on réalisait à Nice, qui n'était pas français d'ailleurs à l'époque, ou à Dieppe. Cependant, depuis ce matin, parce que j'ai lu l'article ce matin en venant, il est possible que cette idée de promenade de front de mer, qui est finalement assez novatrice dans le paysage métropolitain, vienne de Brest, où vous savez, il a été en poste au début de sa carrière et où on trouve depuis la fin du XVIIIe siècle des promenades maritimes. Donc peut-être que l'idée finalement de la promenade de bord de mer de Pondichéry viendrait de ce qu'il a pu observer à Brest. Voilà. Donc première mission urbaine de Spinasse, je vous l'avais compris, c'est donc reconvertir les fortifications. La seconde consiste à l'embellissement de la grande place publique qui se trouve à la jonction en bord de mer avec le nouveau boulevard planté. Alors, je vous l'ai mis ici en rouge, ici en détail. Rapidement, donc c'est
C'est le cœur, on va dire, ancien de Pondichéry, où se trouverait à l'origine la première citadelle construite en 1674, qui a été détruite au milieu du XVIIIe siècle et qui se trouvait sous l'emplacement, sous le terrain vague, que Spinasse propose donc de planter, d'y transférer surtout ce qui est un objet essentiel à Pondichéry et dans les colonies, c'est le mât, auquel on pend le pavillon national et qui nous permet de signaliser depuis la mer la présence de telle ou telle nation sur la côte, qui est essentiel, et ça je l'ai saisi en lisant notamment les journaux de bord. On voit très bien que le mât est vraiment ce qui doit être bien visible, et donc là il le ramène en bord de mer, et puis aussi il doit aménager un peu en retrait du front de mer. Le front de mer est là, hein. Le trait de côte vous l'avez ici, et la mer est ici. D'aménager donc en retrait, siglé haut, une grande fontaine en vis-à-vis donc de l'hôtel du gouverneur, qui est donc l'autorité suprême de Pondichéry, dans un espace, vous voyez, bien aéré, bordé de rangées d'arbres, qui permettent d'ailleurs de régulariser au passage une place qui ne l'était pas vraiment. Cette fontaine, donc, qu'il prévoit dès le départ, dès 1820, est refusée par le conseil municipal, le conseil supérieur de Pondichéry, car la présence d'une fontaine sur la place, nous disent les délibérations du conseil, aura l'inconvénient de couper et de gêner cette seule place où l'on puisse faire manœuvrer les troupes. Et puis, elle aura également le désagrément d'attirer dans le lieu de la réunion et de la promenade de la population européenne une foule d'individus de la dernière classe du peuple et de toutes les couleurs qui se prennent souvent de disputes et donnent lieu à des scènes scandaleuses. Enfin, ils font des vœux, donc le Conseil, pour que le gouvernement rejette ce projet qui n'a d'attrait que pour messieurs les ingénieurs qui veulent attacher à leur nom à des monuments où ils peuvent déployer leur goût et les ressources de leur art. Donc la fontaine, en fait, n'est pas bâtie, elle n'est bâtie que plus tard, et je n'ai pas mis de photo, en 1860. Alors il y a tout aussi un pan de l'activité de Spinasse qui est celle d'un architecte, et il va, comme d'ailleurs ça fait écho à ce que disait Jean-Philippe Guéry ce matin, il va s'occuper de la parure municipale de la ville en projetant en 1821, sont tous datés de la même année, la reconstruction de l'hôtel du gouvernement sur les bases d'un bâtiment des années 1770, le palais de justice indienne, puisque les deux systèmes judiciaires se côtoient à Pondichéry, ainsi qu'une prison. En 1821, d'après ce que j'ai vu dans les archives, rien n'est engagé, ni même la réhabilitation de l'hôtel du gouvernement. Il faut attendre les années 1826-28, où les choses vont un peu plus vite, pour qu'on commence à s'occuper du palais de justice indienne. En fait, il y a de nombreux coups, on le voit dans les archives, on le perçoit plutôt, parce que je n'ai pas encore dépouillé les choses systématiquement, dans les archives notariales, de nombreux contentieux liés aux expropriations. Et d'ailleurs, pour accélérer les choses, et certainement l'aménagement de la promenade du bord de mer, en 1824, le gouverneur de Pondichéry ordonne que l'on applique, selon les volontés du ministre de la Marine et des Colonies, dans toutes les possessions françaises de l'Inde, les dispositions tutélaires de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique. Donc on voit là aussi un outil judiciaire métropolitain appliqué pour des raisons évidentes de mise en œuvre rapide des projets dès 1824. Et enfin, il y a... alors ça, c'est l'hôtel du gouverneur aujourd'hui, pour vous donner une belle image par ces temps gris, sur lequel malheureusement pour l'instant je n'ai pas d'éléments concrets, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et puis le dernier travail de ce gouverneur, et ça sera le dernier point de mon intervention, c'est de canaliser justement ce canal qui fait 9 mètres de large pour 2 mètres de profondeur, que je vous ai ici surligné en bleu, et qui donc, depuis le XVIIIe siècle, depuis le régime surtout de la compagnie qui, avant la couronne, gérait la ville, permettait de bien séparer la ville blanche de la ville noire. Alors ce canal, qui est en fait la récupération d'un bras d'eau qui arrive de l'arrière-pays, est très encrassé en 1822, et le projet de Spinasse, c'est de le canaliser pour des raisons d'hygiène, puisqu'il dit il produit de mauvaises exhalaisons, et le principe des maladies dont les habitants de la ville noire et les habitants riverains de la ville blanche sont les premières victimes. Donc en fait, il est canalisé, il propose donc... indépendamment des travaux de terrasse sur le fond du canal, il faut que les talus soient gazonnés, ce que montre le détail pris sur le grand plan en haut à gauche, et les allées latérales de ce canal dressées et nivelées pour prévenir les ensablements de l'embouchure.
on propose d'établir au vieux pont situé à l'extrémité du canal des portes avec un vannage, donc une petite écluse pour produire des chasses, et ces travaux sont évalués à 7030 francs. Là c'est pareil, il faudra que je vois exactement ce qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, vous voyez le canal, bon, il faudra que je précise les choses, mais toujours, il y a eu des travaux de fait. Alors, en guise de conclusion, je ne sais pas si je suis dans le... C'est parfait. C'est parfait. Et qui ouvre quelques pistes pour ma recherche à venir. Ce que j'avais déjà souligné dans une précédente intervention, ce qui est intéressant à Pondichéry, c'est que l'on voit un organigramme assez curieux. Donc on voit l'ingénieur, qui est vraiment pour moi le meilleur prisme par lequel comprendre et lire l'action publique de Pondichéry. On le voit donc forcément à l'œuvre avec le gouverneur de Pondichéry, mais surtout de manière récurrente, on voit apparaître le ministre de la Marine, donc en haut à gauche Christophe de Chabrol de Volvic, qui est surtout actif à partir de 24, et c'est son prédécesseur également. On voit apparaître le ministre de la Marine à l'œuvre et diriger quasiment depuis Paris, par ordonnance et dépêche, les travaux de Pondichéry. Il y aura des choses à rapprocher et des rapprochements à faire avec l'œuvre de son frère, bien plus connu à Paris, Gaspard de Chabrol de Volvic, qui fut préfet de la Seine, vous voyez, pendant une période extrêmement longue, et qui est le grand réformateur de l'urbanisme parisien au tout début du XIXe siècle. Donc il y a certainement eu des échanges entre les deux, c'est des points à clarifier. De même, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit finalement l'ingénieur des ponts et chaussées à pied d'œuvre dans les archives. Alors pour Spinas, il a plus la fonction d'un préfigurateur, il pose le plan. Son grand plan de 1820 est véritablement le plan directeur qui va être appliqué au moins pendant toute la décennie et au milieu des années 1830. Et il est vrai que les mérites reviennent surtout à son successeur, Étienne Rabourdin, qui sera son successeur à partir de 1824. Mais ce qui est très intéressant aussi, le point sur lequel je n'ai pas assisté aujourd'hui, c'est que l'ingénieur des ponts et chaussées aux colonies, et tel que le métier sera clairement défini à la fin du XIXe siècle, est un intermédiaire avec les entrepreneurs indiens. On le voit dans les marchés, dans les textes, établir les marchés, négocier les prix, discuter la qualité des matériaux. Il est vraiment sur tous les plans, et c'est lui qui donne peu à peu à Pondichéry, lui et ses successeurs, un visage assez curieux. Et je finirai sur cette belle phrase que l'on doit à Alberto Moravia, l'auteur fameux du Mépris, mais qui est un auteur qui parle très bien d'architecture, parce qu'il était lui-même architecte de formation, et qui passe à Pondichéry en 1961, avec Pasolini d'ailleurs. Et voilà ce qu'il retient de Pondichéry. Pondichéry me fait vraiment penser à un chef-lieu du sud de la France, route droite qui se coupe à angle droit, avec des rangées de maisonnettes blanches aux fenêtres closes derrière des balcons sans fleurs, grande place somnolente, etc. Tout à Pondichéry révèle la volonté tenace, obstinée de transplanter la civilisation dans ces lieux lointains et fortuits, mais la greffe n'a pas pris. Restitué à l'Inde depuis peu, Pondichéry est une plante frêle, vouée à s'étioler sur une terre hostile. Bon, je finis sur ces mots poétiques. Mon intervention. Mais pas très positif mais pas très pour l'avenir de Pondichéry. Oui. Son voyage en Inde ne lui a pas laissé une impression. Oui. Donc merci beaucoup pour cette intervention qui fonctionne très bien, je trouve. Dans les logiques. Donc je pense que nous n'avons plus que 5-6 minutes, même peut-être un peu moins. Y a-t-il des questions dans la salle sur cette dernière intervention ? L'ingénieur des ponts et chaussées va donc siège au Conseil de l'île. Oui. Et en fait, tout début que j'ai pu dire, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées est également au Conseil municipal. D'accord. Il est même au Puy-en-Velay, oui. maire du Puy-en-Velay pendant la restauration. Oui. D'accord. Et les autres sont tous, alors je sais pas si c'est Non, mais Lommel était aussi. Et il a même fini par épouser la fille du maire. Donc il était vraiment au conseil municipal. C'est ça. Oui, c'est ça. D'être intéressé, mais en tout cas, ça leur permet une latitude aussi, parce qu'ils sont au cœur les budgets, pour défendre les budgets. Des changements.
Non, mais alors pour conclure, je pense que en fait je crois que c'était franchement trop large le sujet de cette journée d'études, hein, mais c'était un alibi aussi pour reprendre un peu le fil des travaux, en discuter entre nous. Et finalement, je suis pas mécontente de la matinée parce que je trouve que on voit très bien comment on peut essayer de recommencer à travailler. C'est-à-dire que il y a quand même des corpus très forts qui sont sous-étudiés. Alors des corpus qui sont des corpus militaires bien sûr, mais également les corpus des archives nationales, le corpus des projets de l'an 2, les corpus des alignements. Enfin, on se rend bien compte. Alors, je pense peut-être pas donner lieu à des journées d'études, mais je trouve que ça serait intéressant de retravailler ça un peu comme des ateliers avec des étudiants, d'essayer de délocaliser des enseignements pour voir comment on peut analyser des corpus et puis les traiter. Et ensuite, je pense que ce qui ressort quand même de cette matinée, c'est que la manière de travailler sur ces villes, c'est aussi de travailler sur ces acteurs. Et ça, c'est ressorti de manière très claire. Hein. Des acteurs qui sont, alors parfois ingénieurs militaires, finalement pas tant que ça, qui sont plus souvent des ingénieurs civils, mais alors là on rentre dans des complexités fortes, hein, parce que entre eux des ingénieurs qui sont des ingénieurs d'État, enfin des États du Languedoc ou de Bourgogne, entre des ingénieurs qui finalement s'associent, et ça c'est très important, avec des personnages qui sont sur place, hein, et l'exemple de Toulouse l'a montré avec Virbin, qui était lui-même un fils d'arpenteur. Enfin, on a finalement des alliances qui se font entre des acteurs qui seraient très intéressantes à approfondir, et peut-être plus finalement que mon présupposé, qui était de retravailler sur des corpus qui servent peut-être de papier peint en fait. Finalement, c'est des corpus qu'on peut utiliser, cartographiques, qu'on peut utiliser en trame de fond. Mais ce qu'on a bien montré ce matin, c'est que finalement, pour s'attaquer à la ville, il faut s'attaquer aux hommes, à des périodes qui sont très marquées aussi par des changements de statut, d'école, mais peut-être pas non plus de pratique sur le terrain. Donc ça, c'est des points qu'on pourra discuter. Donc cette journée, elle ne sera pas publiée, mais en fait, c'est la dernière d'un cycle, et en même temps, on peut presque dire que c'est l'introduction d'un nouveau cycle qu'on essaiera de développer. Et en attendant, je vous remercie tous vivement d'avoir participé à cette journée, les intervenants et les auditeurs, d'avoir été sérieux et constants. Merci.